En novembre 2025, une décision militaire a fait trembler l'Afrique de l'Ouest. Après un coup d'État, la Guinée-Bissau quitte l'ECOWAS et rejoint l'Alliance des États du Sahel, offrant un accès direct à l'océan Atlantique au Mali, au Burkina Faso et au Niger, ce qui rompt l'enclavement géographique, modifie les routes commerciales, reconfigure les options sécuritaires et affaiblit l'architecture régionale construite depuis des décennies. Pourquoi ce basculement dépasse-t-il un simple retrait institutionnel? Et que révèle-t-il du modèle porté par Ibrahim Traoré? La carte du pouvoir commence à changer. Cette séquence ne traite pas seulement du départ d'un État d'un bloc régional, mais d'un signal envoyé à toute l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu central n'est pas la légalité formelle du retrait, mais le précédent qu'il crée dans une région déjà fragilisée par des coups d'État successifs et des sanctions largement inefficaces. L'intérêt pour le spectateur est de comprendre pourquoi cela compte maintenant. Lorsqu'un pays institutionnellement faible peut quitter une organisation régionale sans en payer immédiatement le prix, la crédibilité de cette organisation est directement remise en cause. Cela affecte la coordination sécuritaire, la gestion des crises transfrontalières, les accords commerciaux et la capacité collective à imposer des règles communes. Plus profondément, cette décision ouvre la voie à une fragmentation durable, où plusieurs blocs concurrents coexistent selon des logiques idéologiques et géopolitiques opposées. Dans ce contexte, chaque choix national devient un test pour l'équilibre régional. Comprendre ces enjeux est indispensable avant d'examiner les acteurs, les motivations et les conséquences concrètes de ce réalignement. Un point simple mais décisif apparaît, car la sortie de la Guinée-Bissau ne fragilise pas seulement l'ECOWAS, elle comble une faille stratégique majeure pour l'Alliance des États du Sahel. En rejoignant ce bloc, le pays offre aux 3 États enclavés un accès direct à l'Atlantique, un élément qui manquait cruellement à leur projet d'autonomie politique, économique et sécuritaire. Cette donnée géographique, souvent reléguée au second plan, change l'équation régionale en profondeur. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au contexte. Depuis plusieurs années, l'ECOWAS repose sur 3 piliers: intégration économique, sécurité collective et pression normative, notamment à travers les sanctions contre les régimes issus de coups d'État. Or, ces sanctions ont été soit levées, soit ignorées au Mali, au Burkina Faso et au Niger, sans provoquer de retour à l'ordre constitutionnel. Cette incapacité à faire respecter ses propres règles a progressivement érodé la légitimité du bloc. Dans le même temps, les régimes militaires du Sahel ont cherché des alternatives. Ils ont expulsé les forces françaises, réduit la coopération avec certaines institutions financières internationales et renforcé des partenariats non occidentaux, mais leur marge de manœuvre restait limitée par la géographie. Dépendance aux ports contrôlés par des États membres de l'ECOWAS, vulnérabilité des routes commerciales et absence d'accès maritime autonome. C'est ici que la décision de la Guinée-Bissau prend tout son sens. En quittant l'ECOWAS et en s'alignant sur l'Alliance des États du Sahel, elle transforme un État côtier fragile en pièce maîtresse d'un dispositif régional alternatif. Cette dynamique s'inscrit dans un mouvement plus large incarné par Ibrahim Traoré qui promeut une vision de souveraineté fondée sur la rupture avec les cadres postcoloniaux et la primauté de l'État, souvent militaire, dans le développement. Ainsi, ce qui apparaît comme un retrait administratif devient en réalité un acte de recomposition stratégique. La question n'est plus de savoir pourquoi la Guinée-Bissau est partie, mais pourquoi ce départ était devenu possible, et ce qu'il révèle de l'affaiblissement progressif de l'ordre régional ouest-africain. Pour saisir la portée concrète de ce réalignement, il faut observer comment certains acteurs régionaux servent désormais de point de référence. La Guinée-Bissau n'avance pas seule. Elle s'inscrit dans une dynamique déjà testée ailleurs, notamment au Burkina Faso. Depuis 2022, ce pays est devenu un laboratoire politique pour les régimes militaires cherchant à rompre avec les cadres régionaux et internationaux jugés contraignants. Au centre de cette dynamique se trouve Ibrahim Traoré. Son ascension rapide et sa capacité à imposer un récit de souveraineté ont offert un modèle reproductible. L'accent mis sur le contrôle des ressources, la réduction de l'influence occidentale et l'affirmation d'une autorité étatique forte a créé un précédent crédible,
même si ces résultats restent contrastés. Ce n'est pas tant le succès économique immédiat qui importe, mais la démonstration qu'un autre chemin est praticable sans effondrement instantané de l'État. Les premiers impacts de ce modèle sont surtout politiques et symboliques. Pour la Guinée-Bissau, l'alignement sur l'Alliance des États du Sahel permet de recadrer un coup d'État non pas comme une rupture illégitime, mais comme une transition vers une souveraineté assumée. À court terme, cela renforce la cohésion interne des autorités militaires et réduit la pression diplomatique extérieure, au moins temporairement. Un exemple concret illustre ce basculement. Là où les sanctions régionales visaient autrefois à isoler les régimes militaires, leur efficacité s'est érodée à mesure que des alternatives institutionnelles apparaissaient. Chaque nouvel alignement affaiblit un peu plus le levier de contrainte collective. Ainsi, l'enjeu central devient clair, et l'on peut se demander si ce modèle crée-t-il une stabilité transitoire ou prépare-t-il des fragilités plus profondes à moyen terme. Tout commence par un déclencheur politique clair. Après le coup d'État, les autorités de Guinée-Bissau se retrouvent confrontées à un choix binaire. Accepter une pression régionale croissante ou redéfinir leur ancrage stratégique. Avant le retrait, le pays évoluait dans un cadre connu, marqué par une dépendance aux mécanismes de l'ECOWAS, aux médiations diplomatiques et aux réseaux commerciaux régionaux. Après la rupture, il s'inscrit dans une trajectoire nouvelle, assumant le risque d'isolement en échange d'une marge de manœuvre politique accrue. La montée en intensité est rapide. En quelques semaines, le discours officiel bascule d'une justification défensive à une affirmation idéologique. Le départ n'est plus présenté comme une réponse conjoncturelle à des sanctions ou à des critiques, mais comme un acte fondateur. Cette séquence s'inscrit dans un climat régional déjà sous tension, où les coups d'État successifs ont normalisé l'idée d'un changement de régime sans retour immédiat à l'ordre constitutionnel. L'ECOWAS, affaibli par ses propres contradictions, réagit sans parvenir à imposer un coup crédible. Le point culminant intervient avec l'annonce de l'adhésion à l'Alliance des États du Sahel. Ce geste transforme un retrait passif en réalignement actif. Pour les États enclavés du Sahel, cette adhésion ouvre des perspectives concrètes, accès maritime, diversification des routes commerciales, réduction de la dépendance envers des voisins restés fidèles à l'ECOWAS. Pour la Guinée-Bissau, elle offre un nouveau cadre de légitimation fondé sur la souveraineté plutôt que sur la conformité aux normes régionales existantes. Les répercussions se font sentir immédiatement. Sur le plan diplomatique, le retrait envoie d'un signal à d'autres gouvernements fragiles. Quitter le bloc régional n'entraîne pas nécessairement un effondrement automatique. Sur le plan sécuritaire, il alimente l'idée d'une coordination alternative, même si celle-ci reste largement théorique à ce stade. Sur le plan économique, il introduit une incertitude durable entre promesses de liberté stratégique et risque de perte d'accès aux mécanismes régionaux. Cette séquence trouve un écho particulier dans la trajectoire d'Ibrahim Traoré. Son expérience au Burkina Faso a montré qu'un régime militaire pouvait survivre, voire renforcer son emprise interne en s'opposant frontalement aux structures régionales et aux partenaires occidentaux. Ce précédent alimente l'idée qu'un choix radical peut être politiquement rentable à court terme. Les ondes de choc dépassent désormais la Guinée-Bissau. Chaque étape de cette chaîne d'événements affaiblit un peu plus l'autorité collective de l'ECOWAS et renforce l'attractivité d'un ordre alternatif encore en construction. La question n'est plus seulement ce qui s'est produit, mais jusqu'où cette dynamique peut aller. Pour évaluer la portée réelle de ce réalignement, il faut passer du récit politique aux éléments mesurables, même limités. Le point de départ est celui d'une région où l'ECOWAS fonctionnait comme principal mécanisme de coordination économique et sécuritaire depuis près d'un demi-siècle. Avant les coups d'État récents, la majorité des échanges commerciaux des pays du Sahel transitaient par des ports situés dans des États membres restés fidèles au bloc, et la gestion des crises reposait sur des cadres collectifs formalisés. D'abord, l'évolution touche la contrainte géographique. Les États enclavés du Sahel dépendaient presque entièrement de corridors contrôlés par des pays tiers pour accéder aux marchés internationaux. Avec l'adhésion de la Guinée-Bissau à l'Alliance des États du Sahel, cette dépendance n'est pas supprimée, mais partiellement reconfigurée.
l'accès direct à une façade atlantique crée une option supplémentaire, ce qui réduit la vulnérabilité stratégique liée à un seul axe logistique. Autrement dit, le coût potentiel d'une pression régionale augmente pour ceux qui cherchent à l'exercer. Ensuite, l'évolution touche à l'efficacité des sanctions. Avant 2022, l'ECOWAS utilisait les sanctions économiques et diplomatiques comme principal levier pour contraindre les régimes issus de coups d'État. Dans les faits, ces mesures ont été progressivement levées, contournées ou ignorées sans rétablissement durable de l'ordre constitutionnel. La sortie de la Guinée-Bissau confirme cette tendance. Le coût immédiat d'un retrait devient inférieur aux bénéfices politiques internes perçus, ce qui modifie le calcul des gouvernements militaires. Puis, l'évolution concerne l'alignement sécuritaire. Officiellement, l'Alliance des États du Sahel promet une coordination militaire renforcée et une autonomie stratégique accrue. En pratique, les capacités restent inégales et souvent limitées. Cependant, même une coordination imparfaite change la perception du rapport de force. Elle permet au régime concerné d'afficher une alternative crédible à l'architecture sécuritaire soutenue par l'Occident, en particulier lorsqu'elle s'accompagne de partenariats non occidentaux. Ces évolutions quantitatives, bien que partielles, s'inscrivent dans un cadre idéologique plus large, porté notamment par Ibrahim Traoré. Son discours insiste sur la réduction des dépendances structurelles plutôt que sur des gains immédiats de performance. La logique n'est pas celle d'une amélioration rapide des indicateurs économiques, mais d'un déplacement progressif des contraintes. Ainsi, le passage du point de départ aux évolutions observables ne signifie pas que la région est devenue plus stable ou plus prospère. Il indique plutôt que les règles du jeu ont changé. Les instruments traditionnels de pression perdent en efficacité, tandis que de nouvelles marges de manœuvre apparaissent pour des États auparavant très contraints. C'est cette transformation silencieuse, plus que les annonces spectaculaires, qui redéfinit aujourd'hui l'équilibre régional. Les défenseurs de l'ECOWAS avancent deux arguments solides contre cette dynamique. D'abord, ils soutiennent que la fragmentation régionale affaiblit mécaniquement la sécurité collective. Selon cette lecture, multiplier les blocs réduit la capacité de coordination contre les menaces transfrontalières, notamment les groupes armés, et complique le partage de renseignements. Un cadre unique, même imparfait, offrirait une base plus stable que des alliances concurrentes aux priorités divergentes. Le second argument insiste sur l'économie. L'ECOWAS a historiquement facilité la circulation des biens, des capitaux et de la main-d'œuvre. En sortir, c'est risquer de perdre l'accès à des marchés intégrés, à des fonds régionaux et à des mécanismes de résolution des différends. Pour des États déjà fragiles, ce coût potentiel pourrait dépasser les gains symboliques de souveraineté, surtout à moyen terme. Ces arguments méritent d'être pris au sérieux. Toutefois, la réfutation repose sur l'écart entre la théorie et la pratique récente. Sur le plan sécuritaire, l'ECOWAS n'est pas parvenu à enrayer la détérioration de la situation au Sahel, malgré des mandats et des sommets répétés. Les dispositifs collectifs existaient sur le papier, mais leur mise en œuvre s'est heurtée à des divergences politiques et à un manque de capacité. Pour les régimes des militaires, rester dans ce cadre n'apportait plus de bénéfices tangibles. Sur le plan économique, l'intégration régionale a été inégale. Les échanges intra-régionaux restent limités et les bénéfices perçus par certains États enclavés ont souvent été jugés insuffisants face aux contraintes imposées. Dans ce contexte, l'argument de la perte devient moins dissuasif, surtout lorsque des alternatives, même imparfaites, commencent à émerger. Enfin, le facteur idéologique joue un rôle décisif. Le discours porté par des figures comme Ibrahim Traoré valorise la capacité à décider sans tutelle externe, même au prix d'une efficacité réduite à court terme. Pour une partie des élites et des opinions publiques, cette logique l'emporte sur les considérations technocratiques. Ainsi, la critique de la fragmentation est cohérente, mais elle se heurte à une réalité. Un ordre régional, perçu comme inefficace, cesse d'être un point d'ancrage, ouvrant la voie à des expérimentations concurrentes. Ce réalignement ne se comprend pleinement qu'en changeant de focale. Jusqu'ici, les débats opposaient normes démocratiques et souveraineté, sanctions et légitimité,
intégration et rupture. Le point aveugle était matériel. Avec l'entrée de la Guinée-Bissau dans l'alliance des États du Sahel, l'équation devient concrète. Port, route maritime, profondeur stratégique. Ce n'est plus seulement un discours, c'est une infrastructure potentielle. Cette révélation modifie la lecture des événements précédents. Les régimes militaires n'ont pas seulement rejeté l'ECOWAS par idéologie. Ils ont cherché à corriger une vulnérabilité structurelle. L'enclavement limitait leurs options, renforçait l'effet des sanctions et réduisait leur capacité à négocier. Un accès côtier, même fragile, introduit une asymétrie nouvelle dans les rapports régionaux. Dans ce cadre, l'influence d'Ibrahim Traoré apparaît sous un jour différent. Son modèle ne promet pas une prospérité rapide, mais une reconfiguration des contraintes. Il s'agit moins de produire immédiatement de meilleurs résultats que de déplacer les lignes rouges imposées de l'extérieur. Cette logique explique pourquoi des États aux capacités limitées acceptent des risques élevés. La mi-parcours révèle donc un glissement fondamental. L'enjeu central n'est plus la conformité institutionnelle, mais la maîtrise des leviers physiques qui rendent une souveraineté praticable. À partir de là, les conséquences deviennent plus tangibles et plus difficiles à ignorer. Les effets de ce réalignement se déclinent différemment selon les acteurs, mais ils deviennent rapidement tangibles. Pour les États, d'abord, la sortie de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS affaiblit un principe central, l'obligation collective. Lorsque des règles peuvent être contournées sans sanction effective, la capacité de l'organisation à coordonner politiques économiques et sécuritaires diminue. À court terme, cela réduit la pression sur les régimes militaires. À moyen terme, cela complique la gestion des crises régionales, car chaque État ajuste désormais ses choix en fonction de coalitions variables plutôt que d'un cadre commun. Pour les entreprises, l'incertitude augmente. Les opérateurs régionaux doivent composer avec des régimes réglementaires divergents, des accords commerciaux moins prévisibles et des routes logistiques susceptibles d'être réorientées. L'ouverture d'un accès maritime alternatif peut créer de nouvelles opportunités, mais elle s'accompagne d'un risque accru lié à la fragilité institutionnelle et à l'absence de garanties juridiques solides. Le calcul devient plus politique que strictement économique. Du côté des citoyens, les conséquences sont plus ambivalentes. Le discours de souveraineté renforce un sentiment de reprise de contrôle et peut accroître le soutien interne aux autorités. Cependant, les bénéfices matériels restent incertains. La perte potentielle de mécanismes régionaux de soutien, combinée à une capacité étatique limitée, peut se traduire par des tensions sur les prix, l'emploi et les services publics. Le décalage entre attentes symboliques et résultats concrets devient alors un facteur de fragilité sociale. Enfin, pour la région, l'impact est systémique. La coexistence de blocs concurrents complique la coopération contre des menaces transnationales et fragmente les priorités diplomatiques. Chaque nouvel alignement renforce l'idée que l'ordre régional est négociable, réversible et dépendant des rapports de force du moment. Dans ce contexte, l'exemple porté par Ibrahim Traoré acquiert une portée qui dépasse son pays. Il sert de référence implicite à d'autres gouvernements cherchant à maximiser leur autonomie, même au prix d'une intégration plus faible. Le point clé est que ces conséquences ne se manifestent pas toutes immédiatement. Certaines sont déjà visibles, d'autres restent latentes. Mais ensemble, elles dessinent un environnement plus instable où les choix nationaux ont des effets démultipliés. C'est ce glissement, progressif mais cumulatif, qui transforme une décision isolée en tournant régional. À court et moyen terme, l'évolution de cette recomposition régionale peut être envisagée à travers 3 scénarios distincts. Dans une trajectoire probable, l'évolution correspond à une stabilisation imparfaite. La Guinée-Bissau consolide son alignement avec l'Alliance des États du Sahel sans rupture économique immédiate. Les échanges se poursuivent de manière pragmatique, les partenaires extérieurs ajustent leur posture et l'ECOWAS continue d'exister, mais avec une autorité affaiblie. Dans ce cadre, la coexistence de blocs concurrents devient la nouvelle normalité, sans affrontement direct, mais avec une coordination réduite. Dans une trajectoire plus favorable, on peut envisager une montée en capacité progressive du bloc sahélien. L'accès côtier est exploité de manière fonctionnelle, même limitée,
et sert de levier pour diversifier les partenariats commerciaux et sécuritaires. La coopération interne s'améliore suffisamment pour produire des résultats visibles, ce qui renforce la crédibilité du modèle alternatif. Si cette trajectoire se matérialise, l'ECOWAS serait contrainte de se réformer pour rester pertinente en offrant des bénéfices plus tangibles à ses membres restants. Dans une trajectoire plus fragile, enfin l'évolution peut reposer sur une accumulation de fragilité. L'isolement financier s'accentue, les promesses de coordination sécuritaire ne se concrétisent pas et les capacités institutionnelles limitées freinent toute exploitation effective de l'accès maritime. Dans ce cas, la décision de quitter le cadre régional traditionnel se traduit par une vulnérabilité accrue, transformant le réalignement en facteur d'instabilité interne et régionale. Ce scénario servirait alors de contre-exemple, dissuadant d'autres États de suivre la même voie. Ces trois trajectoires reposent sur une même variable clé, la capacité des autorités à transformer un choix géopolitique en résultat opérationnel. Si les conditions matérielles et institutionnelles ne suivent pas, la souveraineté proclamée reste largement symbolique. A l'inverse, même des avancées modestes peuvent n'a su suffire à valider le pari aux yeux d'autres gouvernements. La lecture utile pour le spectateur n'est donc pas de prédire lequel de ces scénarios prévaudra, mais de comprendre que chaque décision prise aujourd'hui conditionne les marges de manœuvre de demain dans un environnement régional devenu profondément contingent. Cette recomposition régionale peut sembler lointaine, mais ses effets se répercutent bien au-delà des cercles diplomatiques. Pour certains groupes économiques, d'abord, elle modifie les paramètres de décision. Investir, commercer ou transporter des marchandises dans une région fragmentée implique davantage d'arbitrage politique, une exposition accrue aux risques et une dépendance plus forte aux relations bilatérales. La prévisibilité, qui reste un facteur clé pour l'activité économique, devient plus difficile à garantir. Pour les acteurs institutionnels et humanitaires, la fragmentation complique la coordination. Les cadres régionaux facilitera l'accès, la médiation et la mise en œuvre de programmes transfrontaliers. Leur affaiblissement impose des approches plus dispersées, souvent plus coûteuses et moins efficaces. Cela peut ralentir les réponses aux crises sécuritaires ou humanitaires, avec des conséquences directes pour les populations concernées. Du point de vue des opinions publiques, le discours de souveraineté trouve un écho réel. L'idée de reprendre le contrôle face à des institutions perçues comme lointaines ou inefficaces renforce un sentiment de dignité politique. Mais cette attente crée aussi une pression accrue sur les autorités. Si les bénéfices concrets tardent à se matérialiser, la désillusion peut être rapide, transformant un soutien initial en frustration. Enfin, pour les observateurs internationaux, cette dynamique oblige à revoir certaines hypothèses. Le modèle promu par des figures comme Ibrahim Traoré ne se limite plus à un cas isolé. Il devient un repère pour comprendre comment des États à capacité limitée tentent de redéfinir leur marge de manœuvre dans un système régional en mutation. L'enjeu pour chacun n'est pas d'adhérer ou de rejeter ce modèle, mais de reconnaître que les règles implicites qui structuraient la région évoluent. Comprendre ces changements est une condition préalable pour anticiper leurs effets, qu'ils soient politiques, économiques ou sociaux. À ce stade, les choix disponibles ne relèvent plus du symbole, mais de l'exécution. Pour commencer, il faut clarifier les priorités opérationnelles. Pour la Guinée-Bissau et ses partenaires, cela signifie identifier ce qui est faisable à court terme en distinguant les objectifs politiques des capacités réelles. Sans cette hiérarchisation, le risque est de disperser des ressources déjà limitées. Ensuite, l'attention se porte sur les infrastructures critiques. L'accès maritime n'a de valeur stratégique que s'il est accompagné d'investissements minimaux en port, en logistique et en sécurité. Même des améliorations modestes peuvent en produire des effets mesurables, à condition qu'elles soient coordonnées et protégées des blocages institutionnels. Puis, la coordination sécuritaire doit dépasser le stade déclaratif. L'Alliance des États du Sahel a besoin de mécanismes concrets, de partage d'informations et de planification, même imparfaits. Sans cela, l'argument de l'autonomie stratégique reste fragile
face aux menaces transnationales persistantes. Après cela, la gestion des relations extérieures devient cruciale. Réduire la dépendance à certains partenaires ne signifie pas rompre tout lien. Il s'agit plutôt de diversifier, de négocier au cas par cas et de maintenir des canaux ouverts pour éviter un isolement financier ou diplomatique excessif. Enfin, la mesure des résultats conditionne la crédibilité du modèle. Des indicateurs simples, visibles pour la population, permettent de transformer un discours de souveraineté en légitimité concrète. C'est sur ce point que l'inspiration revendiquée d'Ibrahim Traoré sera réellement mise à l'épreuve. Cette feuille de route ne garantit pas le succès, mais elle délimite un chemin praticable. Sans discipline d'exécution, le réalignement risque de rester une posture. Avec elle, il peut devenir une expérience régionale observée de près par d'autres États. Le fil conducteur de cette recomposition ramène à un motif déjà évoqué plus tôt, l'idée qu'un État fragile peut devenir un point d'appui stratégique. La Guinée-Bissau, longtemps perçue comme périphérique, se retrouve projetée au centre d'un jeu régional plus vaste. Ce renversement n'est pas le fruit d'une montée en puissance classique, mais d'un repositionnement calculé dans un moment de déséquilibre collectif. C'est précisément ce qui rend le parallèle avec le Burkina Faso pertinent. Lorsque Ibrahim Traoré a émergé comme figure centrale d'un nouveau discours de souveraineté, peu d'observateurs pariaient sur la durabilité de ce modèle. Pourtant, malgré des résultats inégaux, il a montré qu'un régime militaire pouvait survivre, structurer un récit et influencer ses voisins. La valeur de ce précédent est avant tout politique. Pour la Guinée-Bissau, l'enjeu n'est pas de reproduire mécaniquement cette trajectoire, mais d'en capter l'élan symbolique. Le risque est réel. Capacité limitée, institutions fragiles, dépendance persistante. Mais le choix a déjà produit un effet tangible, celui de déplacer le centre de gravité des attentes à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il faut donc retenir ceci, à savoir que dans une région en transition, ce ne sont pas toujours les États les plus solides qui dictent le tempo, mais ceux qui osent rompre avec les cadres établis au bon moment. Le pari est lancé, le résultat reste ouvert. Au terme de cette analyse, une chose apparaît clairement. L'Afrique de l'Ouest entre dans une phase où les choix nationaux pèsent davantage que les cadres hérités. La sortie de la Guinée-Bissau de l'ECOWAS et son alignement avec l'Alliance des États du Sahel ne constituent pas un épilogue, mais un signal. D'autres gouvernements, civils ou militaires, observent attentivement ce qui fonctionnera et ce qui échouera. Pour le public, l'enjeu n'est pas de trancher entre deux blocs, mais de suivre les indicateurs qui comptent vraiment. Capacité à produire de la sécurité, à maintenir une activité économique minimale, à offrir des perspectives sociales crédibles. C'est à ce niveau que les discours de souveraineté seront confirmés ou démentis. Ce moment pose aussi une question plus large sur l'avenir du régionalisme africain. Peut-il se réinventer pour répondre aux attentes actuelles ou sera-t-il progressivement remplacé par des coalitions plus étroites et plus idéologiques ? La réponse ne viendra pas d'un seul événement, mais d'une accumulation de choix concrets. La dynamique est enclenchée, la trajectoire reste ouverte. Selon vous, quels signaux faudra-t-il surveiller pour savoir si ce réalignement devient une tendance durable ?